Chers internautes de Congolocole, news.com, bienvenue à notre magazine Congo Santé. Congo Santé, Congo Santé, une fois de plus, reçoit le docteur Willy Kabongo, que vous venez de voir dans l'émission passée. Donc, je rappelle qu'il est médecin spécialiste en chirurgie hépatodigestive, en chirurgie oncologique et enfin en chirurgie laparo-endoscopique. Aujourd'hui, il va nous expliquer d'un cas qu'il venait d'opérer il y a 2 ou 3 jours. Il s'agit de la thoracoscopie. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la thoracoscopie. Je suis avec lui. Il va nous expliquer c'est quoi la thoracoscopie. Mais avant tout, je vais lui dire bonjour. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment vous allez? Bon, je vais très bien. Et comme je l'ai annoncé tantôt d'entrée de jeu, je m'en vais poser ma question au docteur. Docteur, c'est quoi la thoracoscopie? Merci pour votre question. En fait, une thoracoscopie, c'est une intervention au niveau du thorax, mais seulement on ne fait pas d'incision. Comme d'habitude, je crois qu'à l'émission précédente, je vous ai dit, on ne fait pas d'incision au niveau du thorax, mais c'est plutôt des petits trous. Des petits trous qu'on va faire et par lesquels vont passer des canules. C'est ça une thoracoscopie. Évidemment, on va ensuite passer le télescope et avoir des images qui seront retransmises sur un moniteur télévision, si on peut dire. Donc, une fois de plus, la thoracoscopie, c'est une vidéochirurgie, mais cette fois-ci du thorax. Il n'y a pas de open, comme vous dites. Exact. On voit que tu as pu comprendre la chose, comment ça se fait. En fait, là, ce n'est pas du open. Quand c'est le open, on parle d'une thoracotomie. Mais là, nous sommes dans une thoracoscopie. On fait des petites incisions, on introduit le télescope, ou pour mieux dire une caméra, un peu comme vous faites là, et c'est la caméra qui retransmet les images sur un écran. Très bien docteur, j'espère que vous avez compris, chers internautes, c'est quoi la thoracoscopie. Mais docteur, dites-nous, quand vous faites la thoracoscopie, c'est pour traiter ou soigner, opérer quelle maladie exactement? Ok, en fait, il y a plusieurs pathologies. Il y a plusieurs pathologies pour lesquelles on pourrait faire une thoracoscopie. On peut soit être en train de chercher à confirmer un diagnostic, évidemment, ou à faire une biopsie pour confirmer un diagnostic. Alors, plutôt que d'ouvrir, faire une thoracotomie, comme j'ai dit, on va faire une thoracoscopie parce que là, ce sont des petites incisions par lesquelles on va introduire notre matériel et prélever un petit tissu, soit du poumon, soit de la membrane qui couvre le poumon. Et pour le cas qui est le nôtre, nous avons prélevé une partie du poumon. Et là, plutôt que d'ouvrir, de faire cette thoracotomie, qui, bien entendu, causerait beaucoup de douleur en post-opératoire chez la patiente, nous avons plutôt fait la thoracoscopie. Ça, c'est une des indications. Une autre indication, on peut même enlever le poumon, ou une partie du poumon, en utilisant ces petites incisions-là. Alors là, vous avez le malade qui va en post-opératoire, qui n'aura pas beaucoup de douleur, et le rétablissement sera plus rapide. Et au-delà de cette résection du poumon, on peut aller, par la thoracoscopie toujours, opérer au niveau de l'œsophage. Au niveau de l'œsophage, ça veut dire que vous avez juste au niveau du cou et en passant par le thorax, nous avons 2 canules. L'une, c'est la trachée artère qui va amener l'air dans les poumons, et l'autre, c'est l'œsophage qui amène la nourriture dans l'estomac. Il y a une intervention qu'on appelle une cardiomyotomie de LR. On est obligé de passer par le thorax. C'est une thoracoscopie qu'on fera. Ça, c'est une des indications encore. On a une thymomectomie. Vous avez juste à côté du cœur, il y a une sorte d'organe qu'on appelle le thymus. On va passer toujours par le thorax pour l'opérer. Et je peux même
avec cette thoracoscopie, faire une péricardioscopie ou une péricardioscopie. Là, voilà. Vous touchez le cœur. Là, je vais examiner avec la caméra, en passant par le thorax, mais aller examiner les alentours du cœur. Une médiastinoscopie ou une péricardioscopie. Voilà quelque peu certaines indications pour une thoracoscopie. Évidemment, je vous épargne de tout le détail. C'est vrai, on peut avoir plusieurs pathologies, une aspergillome, on peut avoir un carcinome bronchial. On va toujours passer par une thoracoscopie. Mais en général, ce que vous pouvez retenir, c'est que la thoracoscopie nous aide à aller dans la cavité thoracique, prélever des tissus, faire une adhésiolyse comme on l'a fait l'autre fois. On a fait une adhésiolyse et une biopsie du poumon, et évidemment opérer sur l'ésophage, opérer sur examiner les alentours du cœur, une péricardioscopie ou une médiastinoscopie. Voilà en grand ce qu'on peut retenir par rapport à ce que la thoracoscopie peut nous aider à faire. Très bien, docteur. Est-ce que cette expérience est une nouvelle pour vous? Vous avez déjà l'habitude de faire ça, et en RDC, c'est un premier cas où il y a déjà vos prédécesseurs qui ont déjà appliqué cette méthode? Évidemment, pour cette technique, cette thoracoscopie, c'est une première ici, non seulement au Congo, mais dans la sous-région Carna, c'est une première. Mais c'est des interventions auxquelles j'ai été exposé en Inde. On a fait plus que ça. On a fait toujours, en passant par le thorax, on a fait ce qu'on appelle une plicature de diaphragme. C'était dans le cadre d'une éventration du diaphragme. Vous avez la membrane qui sépare le thorax de l'abdomen qui s'était affaiblie. Alors il fallait faire une plicature, ça veut dire superposer le tissu pour renforcer. Mais la particularité du cas, c'est que c'était chez une femme enceinte. Grossesse précieuse, ça veut dire c'était sa première grossesse, et une femme enceinte, et qui avait une grossesse précieuse, qui avait développé cette éventration du diaphragme, qui finalement, tout ce qu'il y avait comme organe en intra-abdominal, comprimait les poumons. Et ça a amené une sorte de détresse respiratoire. La femme avait des dyspnées, ça veut dire difficulté à respirer, des trucs comme ça. Alors on a dû passer par le thorax, parce que ouvrir l'abdomen, c'était mettre en péril la grossesse. Ouvrir le thorax, rien à faire, elle aurait des douleurs qu'elle ne supporterait même pas avec sa grossesse-là. On a dû passer par le thorax, faire une thoracoscopie, et l'intervention s'est bien passée. Voilà, on a été exposé à plus difficile comme intervention que ce qu'on a eu à faire. Évidemment, c'est une première ici chez nous, c'est une première dans la sous-région. Je crois que les médecins pourront emboîter le pas et rendre ça un peu plus populaire. Alors très bien, docteur. Est-ce qu'en post-opératoire, comme vous le dites, est-ce que la malade, la patiente qu'on a vue sur les images, va continuer à prendre les antibiotiques, ou c'est juste la thoracoscopie qui guérit directement sans traitement de suite? Non, en fait, pour le cas qui est le nôtre, ce n'est pas la thoracoscopie qui guérit tout de suite le malade, mais c'est un moyen qui nous permet d'aller prélever des tissus que nous avons dû envoyer en laboratoire, en histopathologie, pour que l'anatomopathologiste nous dise exactement quelle est la pathologie, et si nous donner une idée sur l'attitude à prendre après l'intervention. Donc dans le cas qui est le nôtre, c'était pour poser un diagnostic, ou plutôt confirmer un diagnostic, confirmer nos suspicions. C'est vrai, il y a eu une adhésiolyse qu'on a dû faire, qui a aidé tant soit peu la patiente, qui était à une saturation avant l'intervention à 94, maintenant elle est à 97, à l'air libre. C'est déjà quelque chose de très bon. Mais pour traiter son problème de base, c'est tout qu'elle a eu durant 35 ans. Évidemment, c'est pas chaque jour, c'est pas chaque jour pendant les 35 ans, c'était on and off. Et pour arriver à savoir exactement quel type de pathologie, parce que les scanners ont été un peu divergents à un moment. 2 scanners qui ont été faits n'ont pas parlé de la même chose. Alors pour arriver à départager, il fallait partir, voir le poumon, prélever un tissu sur le poumon, envoyer en laboratoire pour étudier et savoir finalement savoir exactement de quoi elle souffrait. Voilà ce qui a été fait. Et en post-opératoire, ça veut dire après l'intervention, elle n'a pas eu des douleurs comme telles. Elle s'est améliorée par rapport à sa saturation. Ça, c'est un fait. On a dû séparer le poumon
de la cavité pleurale. Ça veut dire la cavité qui renferme, il y a une sorte de membrane qui renferme les poumons. Voilà, voilà. Ouais. C'est cette cavité avec les poumons, il y avait des adhérences, une sorte de contact qui ne devait pas être de cette manière-là. On a dû faire cette adhésiolyse qui a permis encore aux poumons de s'expandre correctement. Donc la thoracoscopie, pour le cas qui est le nôtre, le cas que nous avons fait, ce n'est pas un traitement directement, mais c'est plutôt une approche qui nous permet d'arriver au traitement définitif. Bien, merci docteur, mais une fois la pathologie détectée, vous allez encore, comment allez-vous soigner la malade? Alors là, finalement, on aura su exactement de quoi il s'agit, si c'est une sarcoïdose ou n'importe quoi comme pathologie, on aura un traitement médical. Ça veut dire qu'on saura exactement quel type de médicament utiliser. Soit des stéroïdes, soit des antibiotiques, parce que nous avons envoyé aussi le liquide qui était tout autour du poumon, ça veut dire dans la cavité intrapleurale. Nous avons envoyé ces liquides-là en laboratoire. Et ça va nous permettre de savoir exactement quel type de germes on retrouve dans cette cavité-là, et ainsi nous permettre d'ajuster une bonne antibiothérapie. Parce qu'il faudrait le noter, il faudrait le dire, c'est vrai, elle a subi 2 fois des tuberculostatiques, ce qui n'était pas indiqué, et avant l'intervention, quand elle était soumise à une certaine antibiothérapie, il y avait un amendement et elle revenait. Ce qui fait qu'il y avait une particularité par rapport aux germes qui demanderait peut-être une certaine association ou une certaine association d'antibiotiques, ou peut-être avec la culture et l'antibiogramme qu'on devrait faire de ce liquide-là, on aurait un antibiotique un peu plus spécifique qui pourrait résoudre le problème. Mais docteur, ça c'est une question de curiosité puisqu'on parle du poumon. Alors, quand il y a pleurésie, c'est pas aussi une sorte de tuberculose? Puisque vous avez dit la dame avait des liquides. Ben, c'est que je sais, on dit la pleurésie, quand là, on a une sorte de liquide qui s'enferme, je sais pas moi, dans le poumon. Alors, quand vous avez déjà retiré ce liquide-là, vous pouvez pas diagnostiquer et dire que c'est de la tuberculose ou autre chose? Pas nécessairement? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'il faut le noter, ce n'est pas seulement quand on a une pleurésie, ça ne veut pas dire que nous avons directement de la tuberculose. Il y a plusieurs raisons. On peut avoir eu un traumatisme où finalement il y a une communication. Je le dis comme ça en passant, et vous avez liquide, une infection quelconque. Pas seulement la tuberculose qui amènerait une pleurésie. On peut avoir plusieurs raisons. Ce qui fait qu'on est obligé, quand on a prélevé ce liquide en intrapleural, on doit l'envoyer en laboratoire pour arriver à définir, à détecter ou plutôt à objectiver le type de germe qui est en cause. Et là, si c'est le bacille de Koch, bon, pour certains cas, bon, on sait que c'est une pleurésie d'étiologie tuberculose, mais ce n'est pas toujours la tuberculose quand on a une pleurésie. Il y a plusieurs autres raisons. Alors, nous cheminons petit à petit vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Là, je tiens à remercier tous nos internautes qui ont remercié le docteur sur ma page Facebook. Je vous dis aussi merci puisqu'on est avec le docteur. Mais docteur, un conseil ou comment est-ce que peut-on savoir qu'on a cette pathologie ou on a un cas de poumon, je ne sais pas moi. Comment peut-on savoir des signes qui peuvent vous rassurer que cette personne a la tuberculose ou a la pleurésie ou a un problème respiratoire? Parce que nous, comme on est là, peut-être qu'on a ce problème-là, mais on l'ignore. Alors comment on peut le connaître? Est-ce qu'il y a des fièvres? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, comment est-ce qu'on peut manifester une maladie comme ça? Ok, je crois qu'en général, ce qu'il faudrait dire par rapport aux pathologies respiratoires, parce que les poumons, c'est une des parties du système respiratoire, ce qu'il faudrait dire, il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes. La dame qui est pour le cas qui nous concerne, elle avait ce qu'on appelait une dyspnée. Ça veut dire qu'elle a une difficulté à respirer convenablement. Elle s'essouffle très rapidement. Elle ne pouvait pas marcher 100 mètres sans se reposer. Ça, c'est un des signes qu'elle avait. Et elle avait une toux chronique qui ne pouvait répondre à aucun antitussif.
Là, je vous rappelle que je suis en train de parler du cas qui est le nôtre, le cas sur lequel nous avons travaillé. Qui est une première aussi. Bon, certainement qu'il y a des cas, il y a d'autres cas comme ça, mais seulement il faudrait que les médecins soient suffisamment informés là-dessus pour savoir que bon, on peut faire une thoracoscopie. Comme là, je crois que la communauté scientifique, on aura le temps de faire une conférence là-dessus. La communauté scientifique saura qu'il y a possibilité maintenant de faire une thoracoscopie. Avant de soumettre, parce que beaucoup de patients ou patientes sont directement soumis à un traitement de tuberculose. Non, mais là, il faut que je vous dise, en cas de tuberculose, le chemin à suivre, il est tout à fait différent de celui-ci. On ne va pas faire une thoracoscopie pour une tuberculose. Non, pas cela. Il y a les techniques usuelles, les techniques qui sont utilisées comme d'habitude. Vous avez l'IDR, l'intradermic reaction, quelque chose comme ça qu'on doit faire. On fait le ZIL sur crachat. La tuberculose ne demande pas une thoracoscopie, rien à faire. La thoracoscopie, là, ça devient pour des pathologies un peu plus complexes. Je vous ai parlé d'une sarcoïdose en passant, je vous ai parlé d'un carcinome bronchique. Ça, ce sont des pathologies où on a besoin de faire une thoracoscopie. Parce qu'on a parfois besoin de faire cette biopsie. Mais je me demande, vous allez ouvrir le thorax du malade, lui faire une grosse plaie, aller prélever le poumon. Non, ça vous n'avez pesé le bénéfice et les risques. Les risques, c'est que le malade pourrait subir en post-opératoire. Donc, les signes en général, vous avez la toux, vous avez des dyspnées, vous avez, comme on dit, les 3T ou les 3A, toux, transpiration, température, ou vous avez l'asthénie, l'anorexie. L'asthénie, c'est quoi? L'asthénie, ça veut dire vous vous sentez tout faible à tout moment, des trucs comme ça. Là, vous allez rencontrer votre médecin à l'hôpital, il va diagnostiquer. S'il n'est pas en mesure de diagnostiquer, il va vous référer chez un autre, un peu plus outillé, ou un spécialiste en pneumologie par exemple, qui va poser le diagnostic. Donc c'est un problème de savoir, quand vous avez des signes, vous avez, si je prends le cas toujours de la patiente, parce que c'est un cas très intéressant, quand on vous dit que quelqu'un qui a souffert de sa toux, une toux chronique durant 35-36 ans, on sent que ce n'est pas la mer à boire. En fait, le problème c'est quoi? Au départ, elle avait une toux juste la nuit, une toux nocturne, et seulement au coucher. On a, c'est vrai, quand on dit tout de suite une toux nocturne, on peut penser à une cardiopathie, mais elle, c'était seulement quand elle s'allongeait. Alors là, vous pouvez comprendre tout de suite que c'est un tout petit peu de liquide qui pouvait quitter le tube digestif et se retrouver dans les voies respiratoires. Mais je crois que si à cette époque-là, elle avait pu rencontrer des médecins qui pouvaient poser le diagnostic de cette manière-là, on aurait résolu le problème autrement. Mais parce que le problème a perduré, et voilà, ça a amené ces complications et qu'on ne pouvait plus résoudre avec un traitement aussi simple comme des inhibiteurs de la pompe à protons, des antisécrétoires. On ne pouvait plus le résoudre de cette manière-là. On ne pouvait plus. Alors, quand vous avez, je crois que c'est toujours une occasion pour parler aux internautes, aux téléspectateurs, que quand vous avez des symptômes, que vous essayez de prendre un calmant, appelons cela comme ça, vous essayez de prendre un calmant que ça ne résout pas, ou plutôt même quand ça a résolu, cherchez toujours à rencontrer votre médecin qui a été entraîné pour cela, qui va chercher à comprendre c'est quoi le mécanisme de la pathologie, ainsi vous placez sous un traitement adéquat. Sinon, au long cours, c'est des complications qu'on a et puis finalement, ça porte un tableau qui commence à demander des techniques un peu plus sophistiquées comme ça pour résoudre le problème. Et il y a le coût qui suit toujours, hein, ça il faut le dire. Donc vous avez une dyspnée, vous avez une toux qui ne répond pas aux antitussifs comme ça. Cherchez toujours à rencontrer votre médecin qui va poser le diagnostic en utilisant les outils à sa disposition évidemment. Merci, chers internautes. Voilà, vous avez suivi le docteur Willy Kabongo. J'espère qu'il a été clair. Il a donné un bon éclairage quant à la thoracoscopie. Et maintenant, nous sommes arrivés presque à la fin. Un mot pour terminer aujourd'hui.
Alors, merci beaucoup. Je crois le mot pour terminer, c'est comme d'habitude. Je crois que je te l'ai toujours dit et j'ai même dit, j'ai toujours dit ça aux confrères. C'est que il faudrait que nous fassions l'effort pour apporter un certain développement de la prise en charge de nos malades ici chez nous, particulièrement en Afrique subsaharienne ou dans les pays en voie de développement, comme on a l'habitude de le dire. Et ça va permettre aux malades d'être un peu plus en confort. Aujourd'hui, on a fait cette thoracoscopie, c'est une première. C'est vrai, c'est une première, mais on ne va pas se limiter là. On va pas se limiter là. Je crois qu'on est en contact avec vous, on est en contact avec votre émission. Il y a beaucoup d'autres interventions qui seront pour la première fois même dans la sous-région qu'on va faire. On va faire des très grandes interventions. On est en train d'apprendre quelque chose avec nos confrères en Occident là-bas et un peu en Asie. On est en train d'apprendre. Ce n'est pas pour apprendre à garder dans sa mallette ou bien garder ça dans la tête, c'est pour arriver à le pratiquer. Je crois que ce sont quelques premières là, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on va faire. Et les malades, ils pourront toujours nous contacter. Quand c'est quelque chose qui nous concerne, on pourra toujours faire quelque chose pour eux. De la même manière que nous avons eu à le faire en Inde, en Asie en général, de la même manière que nous le faisons en Europe, de la même manière nous allons essayer de faire ici. Évidemment, ça demande des moyens, il y a du matériel progressivement qu'on va essayer d'acquérir. Ça, c'est un peu avec les partenaires, les hôpitaux avec lesquels nous travaillons. Bon, il y en a qui sont prêts à acquérir le matériel progressivement et ainsi on pourra essayer de contenir cette hémorragie qui tend toujours à ce que les malades aillent en Inde ou qu'ils aillent en Europe. Progressivement, on sera en mesure de faire certaines choses ici, de mettre les gens un peu plus à l'aise. Je crois que c'est un peu ce qu'on peut dire comme mot de la fin pour aujourd'hui. Merci, chers internautes. Notre entretien touche à sa fin. Je rappelle que je recevais Dr Willy Kabongo, qui est spécialiste en chirurgie endo. Là, ça m'échappe. Oui, on va prendre le temps. C'est quelque chose de pas très inhabituel, très habituel. Chirurgie laparo-endoscopique. Voilà. Et voilà, donc je disais, notre émission touche à sa fin. Je rappelle que je recevais le docteur Willy Kabongo, qui est spécialiste en chirurgie laparo-endoscopique, en chirurgie oncologique et aussi en chirurgie hépato-digestive. Et là, j'en profite pour dire aussi un grand merci au docteur Emery Djibikila Ngoï, qui nous a appelé depuis la Belgique. Il nous a suivis et il a dit, il a félicité le docteur Kabongo. Alors j'en profite pour vous dire aussi merci de votre attention, l'attention vraiment particulière que vous accordez à notre site congolocolenews.com. Et là, je vous dis bonsoir ou bonjour chez vous. On se retrouve d'ici là pour le compte d'un autre numéro. Bonjour et à la prochaine. Au revoir et à la prochaine. Merci, docteur.